Merci infiniment d'être avec nous ce soir pour ce livre, L'inconsolable et autres impromptus, et qui est paru aux éditions PUF. Après Impromptu, qui était sorti en 1996, André Comte-Sponville, vous vous interrogez sur comment bien vivre dans ce monde. Et voici un nouvel essai que vous nous présentez, dans lequel vous évoquez la solitude, que vous dissociez de l'isolement, la joie de vivre, qui, vous le dites vous-même, n'est pas l'affect qui vous est le plus coutumier. Vous évoquez également un poète oublié, Jules Laforgue. En tout, il y aura 12 textes, disparates et subjectifs, nous dites-vous, dans votre avant-propos, et qui vont nous permettre de vous connaître, ou en tout cas de connaître certaines étapes de votre cheminement. Je vous propose ce soir à peu près 30 minutes de dialogue avec André Comte-Sponville, et ensuite je vous demanderai si vous avez des questions, et comme ça nous pourrons continuer la conversation ensemble pendant une petite heure. La première de mes questions, ça va être tout simple, de nous redonner un petit peu la définition de impromptu. Bien, merci. Bonsoir à tous. Un impromptu, nous dit Littré, c'est un morceau de prose ou de musique écrit ou composé sur le champ et sans préparation. De ce point de vue, ce sont en effet 12 impromptus. Ce sont des textes de prose, dans l'occurrence, écrits sur le champ et sans préparation. Pour moi, c'est important. Vous savez, il y a une phrase du philosophe Alain qui me guide depuis que j'écris. Alain écrivait « Quand on sait ce qu'on va dire, on écrit platement. » Quand on sait ce qu'on va dire, on écrit platement. Et je crois que c'est très vrai. C'est-à-dire que la seule façon d'avoir une écriture un peu vivante, un peu forte, c'est d'inventer à la fois, en même temps, la forme et le fond. Or, inventer en même temps la forme et le fond, ça suppose qu'on ne sache pas à l'avance ce qu'on va dire. Sauf que ce n'est pas toujours possible. Hein, quand on fait un livre de philosophie un peu technique, comme j'en ai fait plusieurs, on ne sait pas forcément tout ce qu'on va dire, mais on sait en gros où on veut aller. On a un plan dans la tête, et donc forcément l'écriture est un peu alourdie par la pensée. Alors que moi, qui aime autant la littérature que la philosophie, j'aime bien dans les impromptus, justement, écrire sur le champ et sans préparation, me mettre à ma table sur un sujet qu'en général on m'a proposé, et puis voir où m'emmène cette invention simultanée de la forme et du fond. Ça, c'est la définition générale. Cela dit, si j'ai appelé, il y a 20 ans, un de mes livres impromptu, et si je sors aujourd'hui un deuxième recueil d'impromptus, donc L'inconsolable et autres impromptus, c'était en pensant particulièrement à Schubert. Parce qu'il faut dire aussi que les plus beaux impromptus, sans doute jamais écrits ou composés, en tout cas pour mon goût, ce sont ceux de Schubert. Alors qu'est-ce que c'est que les impromptus de Schubert? C'est des pièces de musique, en l'occurrence pour piano seul, assez brèves, très faciles d'accès. Ça peut séduire tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas du tout mélomanes. De climat intimiste, hein, ça s'écoute un peu comme une confidence, et de tonalité légèrement mélancolique. Ce n'est pas les abîmes de tristesse des sonates ultimes de Schubert, non, c'est légèrement mélancolique. Et moi j'ai pris l'habitude d'appeler impromptu ce genre de texte-là. J'en écris pas si souvent dans ce registre, donc ils sont des textes très faciles d'accès, pas du tout des textes de philosophie technique, comme j'en ai fait beaucoup par ailleurs, des textes très faciles d'accès, de climat intimiste, c'est-à-dire que j'y parle de moi en tant qu'individu beaucoup plus que dans mes autres livres, plus proprement philosophiques, et de tonalité légèrement mélancolique, parce qu'en effet, mélancolique, je suis. L'inconsolable, c'est le premier de ces 12 textes. Je n'ai jamais su consoler. Les femmes avec qui j'ai vécu me l'ont parfois reproché, et je les comprends. Je pensais naïvement que la philosophie pouvait être consolatrice. C'est une erreur ? Non, beaucoup le disent, et moi, je n'aime pas les philosophes qui consolent. C'est une phrase que j'avais écrite dans mon tout premier livre, Le mythe d'Icare, donc là, pour le coup, il y a 30 ou 40 ans. Je n'aime pas les philosophes qui consolent.
Ça, c'est un bon exemple, cette première phrase, hein, quand je parlais d'écrire sur le champ et sans préparation. Il se trouve que la revue Autrement, il y a une vingtaine d'années, m'avait demandé, il faisait un numéro sur la consolation. Il m'avait demandé un article sur la consolation, et donc je me mets à mon bureau, sur le champ, sans préparation, et la première phrase qui m'est venue, ça a été en effet, je n'ai jamais su consoler. Les femmes avec qui j'ai vécu me l'ont parfois reproché, ce qui est vrai, bien sûr, biographiquement, mais ce qui me frappait surtout en écrivant ça, parce qu'après il faut assumer la chose et puis faire avancer l'écriture, c'est que non seulement je n'ai jamais su consoler, mais je n'aime pas tellement qu'on me console. D'ailleurs, je ne vois pas trop ce que ça peut vouloir dire. Oui, on peut consoler un enfant qui s'est fait un bobo, vous lui faites un câlin, un bisou, vous lui achetez un jouet, que sais-je, vous voyez, mais un adulte qui est vraiment dans le malheur, qu'est-ce que ça veut dire, le consoler? Ou un enfant qui est vraiment dans le malheur. L'enfant qui va mourir, vous allez le consoler comment? Vous allez dire, ah, c'est pas grave, mon grand, c'est rien, c'est la mort. Ça n'a pas de sens. Et aux parents de cet enfant, vous allez les consoler comment? Autrement dit, quand la consolation serait vraiment nécessaire, autrement dit, quand on est vraiment malheureux, elle est impossible. Et quand elle est possible, c'est qu'elle n'est pas vraiment nécessaire. C'est rien, c'est un petit bobo, ça passera. Alors c'est vrai, vous avez raison, que beaucoup de philosophes consolent, notamment dans l'Antiquité, Sénèque, Boèce, j'en parle dans ce premier article, et au fond, pour eux, consoler, ça revient à nous dire qu'on a tort de souffrir. Mais la question n'est pas d'avoir raison ou tort, la question, c'est qu'on souffre. Et donc, vous perdez l'être que vous aimiez le plus au monde, un philosophe va vous dire, mais tu sais, tout le monde meurt un jour. Oui, merci, je le savais, ça ne m'a pas échappé, mais ça ne m'empêche pas de souffrir. Et vous faites un distinguo entre consolation et compassion. Oui, parce que la compassion, ça, on en est tous capables, et je crois que ça fait partie des vertus. Dans mon petit traité des grandes vertus, il y a un chapitre sur la compassion. Et d'ailleurs, c'est une vertu dont, en gros, on est assez facilement capable. C'est la différence que je fais avec l'amour de charité des chrétiens, l'amour du prochain. Je trouve que nous demander d'aimer le prochain, c'est-à-dire exactement n'importe qui, par définition, c'est un peu beaucoup nous demander. Alors qu'avoir de la compassion pour le prochain quand il souffre, ça on en est tous capables. C'est pourquoi j'ai souvent dit que le message du Christ est plus exaltant que celui du Bouddha. La charité est plus exaltante que la compassion, mais que le message du Bouddha est plus réaliste. Parce que je ne suis pas certain d'être capable d'amour, de charité, mais je suis certain, mais comme nous tous, d'être capable de compassion. Et donc souffrir avec, parce que le sens étymologique de la compassion, ça fait partie là aussi de notre condition humaine, mais souffrir avec, ça n'est pas forcément entreprendre de consoler, et encore une fois, quand on est vraiment au fond du malheur, toute consolation est impossible. Ça ne dispense pas d'exprimer sa compassion. On peut accompagner la souffrance de quelqu'un sans prétendre le consoler, c'est-à-dire au fond supprimer ou réduire cette souffrance. La joie de vivre, l'ennui, l'école, Beethoven, la passion, à propos du joueur de Dostoïevski, 12 textes, je disais Jules Laforgue aussi. Comment les avez-vous choisis, ces 12 textes, et comment avez-vous déterminé l'ordre aussi? Écoutez, sur ces 12 textes, 11 sont des textes de commande, donc c'est des revues en général, ou parfois des ouvrages collectifs, mais le plus souvent des revues, qui me demandaient un texte. Pendant que la consolation, j'ai dit c'est la revue Autrement, le texte sur la joie de vivre, qui est le deuxième, c'est le musée des Beaux-Arts de Lille, là c'est beaucoup plus récent, la consolation il y a 20 ans, la joie de vivre c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Il se trouve que le musée des Beaux-Arts de Lille faisait une grande exposition sur le thème la joie de vivre. Ils avaient rassemblé des centaines d'œuvres d'art, surtout des toiles, des peintures, exprimant ce thème de la joie de vivre. Et comme il sentait bien que le sujet était un peu philosophique, le commissaire de l'exposition m'avait demandé de l'accompagner. Donc j'avais effectivement accompagné l'équipe du musée pendant plusieurs mois pour les aider à réfléchir. Et il m'avait demandé de faire un texte pour le catalogue de l'exposition, ce que j'ai fait. Donc voilà, je pourrais comme ça prendre, enfin je donne la liste des sources à la fin, donc ce sont presque toujours des textes de commande, à la seule exception du texte de Beethoven, parce que dans mon premier volume d'impromptu, paru il y a 20 ans, il y avait un texte sur Mozart, un texte sur Schubert, je vénère l'un et l'autre, et un texte sur Schumann, que j'aime moins. Et comme l'idée d'impromptu est quand même connotée musicalement, si on peut dire, j'avais envie qu'il y ait un texte sur un musicien, et donc j'ai pris l'un des plus grands de tous, Beethoven, pour exprimer justement un sentiment un peu ambivalent que j'ai avec lui. Je l'admire évidemment infiniment, comme toute personne
au moins qui connaît la musique. Et paradoxalement, je lui en veux un peu de me ressembler tellement. Je lui en veux un peu que moi, je lui ressemble tellement. C'est-à-dire que quand j'aime Mozart ou Schubert, dans la distance et l'éblouissement, ça veut dire que même si j'avais leur génie, je serais incapable de faire leur musique, tellement je suis différent d'eux. Alors que j'ai le sentiment qu'au fond, pour faire du Beethoven, il ne me manque que le génie. Mais si j'avais le génie de Beethoven, je pourrais en faire. Et d'où ce sentiment d'injustice. Je crois que aussi c'est la première phrase, parce qu'il faut écrire sur le chant et sans préparation. La première phrase qui m'est venue sur Beethoven, c'est « J'ai toujours le sentiment d'être injuste avec lui ». J'ai aimé ce moment où vous nous racontez que, en prenant au hasard comme ça le concerto L'Empereur, en quelque sorte, Beethoven vous a mis à votre place, ou en tout cas vous a éveillé parce que vous avez eu un sentiment de honte qui est arrivé en écoutant cette musique. Oui, c'est vrai. Enfin, j'avais 22 ans, 23 ans, j'étais normalien, j'étais normal sup, rue d'Ulm. Et ce jour-là, j'allais voir ma mère. Anxieusement, comme toujours, ne sachant pas dans quel état j'allais la trouver. Ma mère était extrêmement fragile psychologiquement. Et j'arrive et il se trouve, ma mère n'était pas là, il y avait un mot sur la porte, je suis au marché, entre, installe-toi. Donc j'entre, et comme pour m'occuper, je prends un disque vraiment quasiment au hasard. Enfin, je connaissais vaguement, j'avais écouté dans mon enfance, mais pas depuis des années. C'était donc le 5e concerto pour piano de Beethoven, dit L'Empereur. L'un des plus beaux concertos jamais écrits, voire peut-être le plus beau. Je mets le disque et ça m'a bouleversé, non seulement par la beauté, mais surtout par la grandeur de la chose. Et cette dimension de grandeur, de noblesse, d'exigence, confrontée à ce qu'était ma vie à l'époque, c'est-à-dire l'espèce de frivolité d'un étudiant parisien, mélange d'intellectualisme, de snobisme, de frivolité et de sottise. À côté, la grandeur écrasante de Beethoven, ça m'a fait honte, c'est-à-dire que tout d'un coup, il m'a ramené face à l'essentiel. Et ça a été un choc, une espèce de stimulation, alors qui sera prolongée après par la découverte de Schubert, de Mozart. Enfin, après, j'aurai toute une phase vraiment de mélomane, où la musique aura été, pendant plusieurs années, la principale passion de ma vie, mais Beethoven a été le premier choc, justement. Et au fond, j'aime bien qu'un artiste puisse être ainsi une leçon de morale. Par rapport à la consolation, vous dites, c'est vous, c'est un ami qui a perdu un enfant, qui a un grand malheur, et vous dites ce qui l'a le plus consolé, c'était un autre ami qui plaisantait, qui riait, qui parlait de toute autre chose, et c'est lui qui m'a consolé le plus. Alors je voudrais savoir par rapport à l'inconsolable, est-ce que la gaieté est le remède? Oui, c'est de moi dont il est question, et c'est vrai, donc c'était quelques jours, quelques semaines après la mort de notre enfant. Je vais voir cet ami, qui habitait en Seine-et-Marne, à Moret-sur-Loing, peintre, et c'était au printemps, il faisait beau, et donc j'ai passé une journée ou une demi-journée avec lui dehors. C'était un peintre paysagiste, à le regarder peindre. Et c'est vrai qu'il a réussi, non pas à me consoler, mais à me faire penser un peu à autre chose. Et il me disait, je le cite dans ce texte que vous avez lu, il me disait, tu sais, moi je ne veux pas faire semblant. Je ne suis pas en deuil. Ce n'est pas mon enfant qui est mort. D'ailleurs, me disait-il, je n'en ai pas. Et c'est peut-être parce qu'il n'avait pas d'enfant qu'il était plus léger que tel ou tel de mes amis, père ou mère de famille. Forcément, quand on a des enfants, on pense que ça pourrait nous arriver à soi et on est tellement angoissé qu'on perd un peu de légèreté. Et donc, non, lui, il n'avait pas d'enfant, donc ce n'était pas son problème, et donc, puis il sentait bien que ça pouvait me penser à autre chose. Et donc, effectivement, il m'a raconté des histoires, on a parlé politique, peinture, il me parlait de tel ou tel de nos amis communs, il plaisantait, etc. Bref, il m'a accompagné, il m'a offert sa gaieté pendant plusieurs heures.